Bonjour les enfants, bonjour les adultes qui accompagnent les enfants. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans l'auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie, pour de vrai, en face à face, sans ordinateur. Et je vous propose aujourd'hui une séance qui s'appelle « Ma première conférence ». Et alors, je crois reconnaître certains visages parmi vous, donc pour certains, c'est déjà ma deuxième conférence. Je suis ravie également de ça. Aujourd'hui, on va parler écologie et émotion et écologie. Et pour ça, on a invité Madame Lisa Garnier, qui est là aujourd'hui, qui est autrice, ça veut dire qu'elle écrit des livres, et qui est écologue, ça veut dire qu'elle est spécialiste en écologie. Donc elle va nous raconter tout ça dans un instant. Deux petites précisions. À cause du coronavirus, qui est encore un petit peu présent, je vais garder le micro à la main tout au long de la séance. Et quand vous aurez des questions à poser à Madame Garnier ou quand elle vous posera des questions, c'est moi qui tiens le micro et vous répondez dans le micro, mais vous ne touchez pas le micro. Ça vous va ? Ouais ? Ok. Et pour les enseignantes et accompagnateurs, accompagnatrices, on vous a fait une petite sélection d'ouvrages de la bibliothèque. Je remercie grandement ma collègue de la bibliothèque pour ça, que vous pourrez jeter un petit coup d'œil, consulter si vous voulez. On vous a mis un peu de gel hydroalcoolique à la fin de la séance. Voilà. Si tout est OK pour tout le monde, je vous propose qu'on y aille. Lisa, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup, Lisa. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un grand moment pour moi aussi, puisque c'est aussi ma première conférence pour enfants. Donc, vraiment, je suis honorée d'être ici et je remercie beaucoup de cette invitation de la Cité des sciences pour cette conférence. Donc aujourd'hui, on va raconter une histoire, on va parler d'oiseaux. Je me suis concentrée sur les oiseaux. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on démarre calmement. On va fermer les yeux, tous. On va tous fermer les yeux. Et puis, on va penser à un endroit où on aime être au calme, tout seul, où personne vient nous ennuyer. Voilà, et on ferme les yeux. Voilà, et on pense à cet endroit. Et chacun a un endroit particulier, hein. Je vous laisse quelques minutes. Essayez d'imaginer les sons qu'il y a dans cet endroit. Est-ce qu'il y a une odeur particulière ? Et on ouvre les yeux. Et on respire. On inspire et on souffle. Voilà. Bon. Alors j'espère que vous avez vu des choses. C'est étonnant, hein, comme on peut voir des choses lorsqu'on ferme les yeux. Et ce que notre cerveau, il est capable de faire. En fait, on ne voit rien, on est dans notre tête et pourtant, on voit quelque chose. Je ne décris pas ce que j'ai vu parce que chacun a vu quelque chose de différent. Alors, on va démarrer. On va démarrer par ce petit film. Vous allez bien observer et puis on en parle ensuite après. Si ça marche. Ah, alors on n'a peut-être pas testé le film. Je crois que ça n'a pas marché. Non. Bon, on va peut-être du coup passer le film. Alors, c'est dommage. On n'a pas pensé au son. Bon, alors du coup, peut-être qu'on va avancer un peu dans la préparation. On verra si on peut voir le film. Ça ne marchera pas ? Bon, ça ne marchera pas. Alors voilà, c'était deux oiseaux qui venaient sur la mangeoire et qui se déplaçaient. Et vous voyez, voilà. Donc l'idée, c'était de voir ces deux oiseaux et de se demander qu'est-ce que c'était que ces deux oiseaux. Donc il y avait cet oiseau-là. Est-ce que vous savez comment elle s'appelle ?
Non. Personne ne sait? Ah, alors j'ai dit, on dit c'est un oiseau. Maintenant, est-ce que c'est une femelle ou un mâle? C'est compliqué de savoir. Mais d'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce qu'on pourrait, en la regardant, savoir si c'est un mâle ou une femelle? C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Oui, je vois une main levée. Ah, alors non, ça je ne sais pas. On ne peut pas répondre. Oui? Bravo, une mésanjupée. Trop fort. Alors, qu'est-ce qui te dit que c'est une mésanjupée? Hein? Tiens, explique-moi. Est-ce que tu as une idée? Parce que ça ressemble beaucoup à une mésange huppée. D'accord. Alors, en fait, ce qui te permet de dire ça, c'est parce qu'en effet, elle a une petite huppe. Ensuite, tu dois peut-être connaître les mésanges, parce que les mésanges sont des petits oiseaux qui ont un petit bec comme ça, et ils ont cette forme caractéristique. Il y a des mésanges huppées. Ben, en fait, parfois ça saute la tête à la première, après ils s'envolent. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup, même chez moi. Il y en a beaucoup qui viennent sur le balcon. Alors, on va essayer de regarder. Donc, j'ai bien mis la mésange huppée, donc ça, bravo. Et ensuite, celle-là, est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Je m'en rappelle plus là. Je sais pas. Là, il y a un bras levé. Une perruche? Non, c'est pas une perruche. La mésange bleue? Oui, bravo, la mésange bleue. Alors, c'est quoi la différence avec la mésange huppée? C'est que la mésange bleue, elle est verte et blanche et bleue. Oui, donc c'est la couleur du plumage qui te permet de dire ça. Elle a une couleur qui est différente de la mésange huppée. Oui? Moi, je dirais que parce que la mésange huppée bleue, elle n'a pas une crête sur la tête. Tout à fait. Elle n'a pas de crête, c'est ce qui permet de les différencier aussi. Et le bec, il est différent aussi. Oui, il est un petit peu différent. Aussi, c'est parce que elle, au moins, elle n'a pas la même couleur. Et aussi, on l'appelle la mésange bleue parce qu'elle est bleue. Mais la mésange huppée, en fait, elle n'est pas vraiment bleue. Et elle est plutôt gris et noire. Et aussi, c'est parce qu'elle n'a pas vraiment un petit truc, comment on appelle Une petite une crête. bec, Oui. une crêpe Une huppe. elle, sur la tête. Mais l'autre, elle, au moins, elle a. La mésange bleue, elle n'a pas. Mais Bon. Donc je pense qu'on est d'accord, on ne va pas continuer à les décrire, mais voyez bien que c'est la couleur, la forme, hein, donc la caractéristique du bec, là on ne voit pas bien ses pattes, mais en gros, c'est en l'observant, en décrivant un petit peu l'animal, qu'on peut réussir à les différencier. D'accord? Alors ensuite, bon, donc on devait commencer par un film, donc l'idée c'était de raconter un peu leur histoire. Donc maintenant qu'on sait qui elles sont, on peut se demander aussi si elles communiquent entre elles. Hein? Est-ce qu'elles communiquent entre mésanges bleus? Est-ce qu'elles communiquent entre mésanges huppés? Voilà, on dit que ce sont des espèces qui sont différentes. Alors maintenant, on va essayer d'écouter les sons et vous allez me dire si vous voyez des différences. Il n'y a plus le son ici.
On n'entend que le chat qui est dans l'auditorium et non Oui. pas les oiseaux. Il y a un chat qui miaule. Il y a un chat perdu qui miaule si quelqu'un veut le récupérer. Ah, on a récupéré les oiseaux. Vous les entendez? Elles sont loin, hein. C'est rigolo, hein. On parle d'oiseaux, mais en fait, il y a un chat. Bon, bah, au moins, on voit qu'il y a une différence hein, entre les chats et les oiseaux. C'est pas tout à fait pareil. Donc, ça veut dire que vous connaissez le chant des oiseaux. Hein, d'accord? Bon, et ben en fait, tous ces oiseaux, ils ont un chant qui est un petit peu... Ah, voilà. Alors, ça, c'est un premier chant. Vous voyez, hein, c'est tout pareil, tout. C'est un peu différent. Alors, est-ce que ça va? C'est toujours le même, là? Ça, c'est la mésange huppée. Si vous entendez ça, c'est que s'il y a une mésange huppée dans les parages. J'arrive pas à changer. Ah bah, on est retourné. Bon, alors là, il y a un intrus. C'est lequel? Moi, je dis que c'est celui en bas à droite. Qui pense pareil? Je vois combien de mains levées. Ouais. Qui pense que c'est un autre oiseau? Alors, Celui en haut à droite. en haut à droite, donc celui-là, là-haut? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense autrement? Je voulais dire que je pense que moi, lui, ici, là, en bas à gauche. Là. Celui-là? Oui. D'accord. Bon, eh ben, c'est vrai, c'est bien celui-là qui a la tête rouge qui est différent. Alors, j'ai pas le droit de me déplacer, parce que je dois rester ici. Mais vous regardez bien le bec. Regardez, le bec, il est beaucoup plus épais, plus pointu. Et en fait, ce petit oiseau, ça s'appelle le chardonneret élégant. Ouais. Et donc, c'est un très joli oiseau qui mange beaucoup de graines. Les mésanges, elles sont capables de manger voilà, des chenilles. Elles cassent aussi les graines. Elles prennent une graine entre leurs pattes et puis elles tapent avec leur bec pour l'ouvrir et aller manger la graine qui est à l'intérieur. Hein? Mais en fait, les 4 espèces que je vous ai mis là, donc il y a la mésange bleue, la mésange huppée. En haut, c'est une autre mésange qu'on appelle la mésange noire. Et vous voyez, là aussi, on va regarder les couleurs de son plumage. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, qu'il y a une petite tache blanche tout en haut, voilà, sur sa calotte qui est toute noire. Donc, c'est ce qui permet de différencier la mésange noire de l'autre mésange en bas, là, qui est la mésange charbonnière. Et la mésange charbonnière, celle-là, vous devez beaucoup la voir dans les parcs et jardins. Eh bien, elle est un petit peu jaune, vert, comme la mésange bleue, mais elle n'a pas de bleu, et elle a aussi une calotte noire sur la tête. Donc justement, c'est pour ça qu'après, je vous ai mis voilà, ces dessins qui permettent de reconnaître toutes les mésanges qu'on peut voir en France. Donc, il y a la mésange à longue queue qui est très mignonne, qui est une toute petite boule, mais qui a une très longue queue et qui vit en groupe. Et vous voyez, son bec, il n'est pas tout à fait pareil que les autres. Et puis, il y a la mésange nonnette, qui, elle est plutôt en montagne. Et elle a aussi une calotte noire. Elle est différente de la mésange noire.
Donc en fait, toutes ces mésanges, c'est comme un jeu de piste, hein. Elles ont chacune une histoire, elles vivent plus ou moins ensemble, elles ont des préférences, hein, quand elles vivent dans les parcs et jardins. Quand vous habitez en ville, vous ne verrez pas forcément de mésanges nonnettes, hein. Mais voilà, elles ont leurs particularités et l'idée, c'est de pouvoir un petit peu les reconnaître et de savoir comment elles vivent les unes avec les autres. Alors, je vous ai mis ça parce que je voulais vraiment être sûre que vous sachiez qu'un oiseau, c'est un vertébré, c'est un squelette, hein, comme les mammifères, voilà, et qu'elles ont des plumes, ce n'est pas des poils. Voilà, qu'on soit sûr de ça, hein. C'est important de le savoir. Parce que des fois, on peut avoir tendance à dire qu'elles ont des poils, mais non, c'est des plumes. Et donc, voilà, là, on a parlé juste des mésanges. Mais ça, c'est l'ensemble des oiseaux qu'on peut voir dans les jardins en France. Donc, vous voyez que on parlait des formes, des couleurs. Eh bien, vous avez des oiseaux qui peuvent être aussi gros que la pie bavarde. Je pense que vous la connaissez, hein, vous devez souvent la voir. Avec la corneille noire, qui sont des gros oiseaux, hein, qui sont gros comme ça. La mésange bleue, elle est petite comme ça. Oui, tu as une question? Attends, on va t'écouter au micro parce que là, on n'entend pas. Est-ce que les mésanges, est-ce que ceux qui ne sont pas de la même famille comme oiseaux, est-ce qu'ils se comprennent? Est-ce qu'elles se comprennent? Alors, ça, c'est un sujet, en effet, qui est intéressant et que les chercheurs, ils étudient. Ils étudient notamment comment les mésanges bleues, entre elles communiquent. Et on peut observer qu'il y a des dialectes, c'est-à-dire que des mésanges bleues qui discutent entre elles en Corse, par exemple, eh bien, elles n'ont pas tout à fait la même façon de parler qu'à Paris. Donc, en fait, il y a des accents chez les mésanges, comme il y a un accent marseillais ou un accent du Nord. Oui? Mais Mais tu parles de quelle quand tu dis la mésange bleue et les autres? La mésange bleue? Tu parles de Alors, la quelle? mésange bleue, je vais me déplacer quand même. La mésange bleue, elle est là. D'accord? Donc là, il y a la mésange bleue, la mésange nonnette, la mésange huppée, la mésange noire, la mésange charbonnière, la mésange à longue queue. Et puis, vous avez les verdiers, les moineaux. Vous devez voir des moineaux dans les parcs. Vous connaissez les moineaux? Alors là, par contre, on reconnaît le mâle de la femelle. Est-ce que vous savez reconnaître le mâle de la femelle du moineau? Non? Alors, je vais vous l'apprendre. Eh bien, vous voyez le mâle, il a une bavette noire dessous, ici, là, vous voyez? Et la femelle, eh bien, elle est toute grise. Enfin, toute grise, je veux dire, c'est du marron plutôt. D'accord? Donc, la prochaine fois que vous allez dans un parc, pique-niquer ou goûter et tout, regardez bien si vous voyez un mâle ou une femelle. Voilà, enfin, tout ça pour dire que, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'espèces d'oiseaux en France et qu'ils vivent ensemble et qu'ils ont des particularités pour vivre, hein. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont vivre dans des anciennes forêts, d'autres qui vont vivre dans des parcs et jardins. Ils n'ont pas tout à fait envie de vivre dans les mêmes endroits. Par exemple, la mésange huppée, quand elle fait un nid, eh ben, elle veut nicher dans des vieux arbres. Alors que la mésange charbonnière, elle peut aller dans n'importe quel trou, dans un nichoir, ça lui convient. Et la mésange huppée, elle est un peu compliquée. Donc, quand il n'y a pas de vieux arbres, elle ne peut pas nicher, elle ne peut pas faire de bébé. Et donc, c'est un vrai problème. Parce que si elle ne fait pas de bébé, il n'y a plus de mésange huppée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut... Qu'il faut garder les vieux arbres. Eh bien voilà, il faut garder les vieux arbres.
Quelqu'un d'autre voulait parler? Je voulais dire que quand on pique-niquait, on avait vu des... comment ça s'appelle déjà même? Des moineaux. Oui. Ah, les moineaux au parc, tu avais vu des moineaux au parc? Au dernier Ah, pique-nique. vous avez vu des moineaux au parc? D'accord. Eh bien, de toute façon, voilà, ça c'est un programme qui s'appelle Oiseaux des jardins. Voilà, si on tape, je dis ça aux adultes, voilà, c'est très pratique. Et d'ailleurs, c'est un programme de sciences participatives de la LPO et du Muséum d'histoire naturelle, qui chaque année, en fait, on peut dire les oiseaux qu'on observe chez soi, dans son jardin ou sur son balcon. Voilà, pour aider les scientifiques, en fait, à savoir quels sont les oiseaux qu'il y a près de chez soi. Ça permet de faire un peu la météo, en fait. On va savoir si, justement, il y a beaucoup ou pas de mésanges huppés, beaucoup ou pas de merles, de moineaux, etc. Ça permet de mieux connaître, en fait, ce qui se passe autour de soi. Voilà, et donc c'est quand même pratique parce qu'on les a tous là. Et du coup, quand on est dans les parcs et jardins, eh ben, on peut s'amuser à un peu les chercher, à avoir un jeu de piste. Alors, donc, on va essayer d'un peu mieux comprendre finalement comment ces animaux se nourrissent. Donc, là, j'ai mis un petit peu, je ne savais pas trop ce que vous aviez fait sur ce sujet-là. Donc, sur la chaîne alimentaire, donc, les plantes, elles sont capables de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Elles sont très très fortes, les plantes, parce que grâce au soleil, en fait, cette énergie du soleil, elles vont fabriquer des sucres. Elles vont être capables de se fabriquer elles-mêmes. C'est formidable, hein, parce que nous, on n'est pas du tout capable, avec le soleil, de voir grandir un bras ou de voir grandir une tête. Non, nous, on n'est pas capable de faire ça. Mais les plantes, elles savent le faire. Bon, alors ce qui est formidable, c'est que les plantes, elles donnent à manger à des insectes, et notamment les larves des insectes. Voilà, donc généralement, les agriculteurs, ils n'aiment pas trop, parce que en fait, les chenilles, elles viennent manger les feuilles des arbres, des plantes qui sont en train de faire pousser, et généralement, ils n'apprécient pas trop. Donc, on essaye d'enlever les chenilles. Bon. Mais n'empêche que les chenilles, ça donne à manger à qui? Aux oiseaux. Donc là, c'est une chenille qui vit sur un chêne. Donc, bon, là, ça ne gêne pas trop les agriculteurs, ça peut peut-être embêter les forestiers. Mais voilà, les mésanges, eh bien, lorsqu'elles ont fait leur nid, elles viennent chercher les chenilles sur les chênes pour les donner à leurs petits. Voilà. Et donc, tout se passe bien quand c'est la bonne saison. Alors, des fois, vous savez des fois, il fait un peu trop chaud. Il fait trop chaud plus tôt au mois de février. Et c'est les feuilles des arbres, elles débourrent plus tôt que d'habitude. Alors, ça peut être un problème parce que, du coup, les chenilles, elles vont commencer à sortir, à manger les feuilles au moment où les mésanges, elles n'ont pas fait encore leur nid et elles n'ont pas encore leurs petits. Et au moment où elles ont leurs petits, mince, il n'y a plus de chenilles. Donc ça, c'est encore un autre problème pour les mésanges. Hein? Il faut d'abord qu'elles trouvent un endroit pour se faire un nid et après, il faut qu'elles trouvent la nourriture quand elles en ont besoin. Vous comprenez? Voilà, donc si on se met à la place d'une mésange, c'est quand même compliqué. Oui, tu as une question. En fait, la femelle, quand elle fait ses bébés, et après, elle veut donner des chenilles à leur bébé. Mais si les chenilles sont trop grosses, elle peut pas donner les chenilles à ses bébés. Ouais, mais bon, des fois, elles arrivent quand même à découper, à manger un peu. Puis tu sais, les oiseaux, ça ouvre un grand, grand bec. Hein. Si elle en a trouvé une qui lui plaît, elle va pas la laisser tomber. Hein. Je pense que...
elle va la manger. En fait, s'il n'y a plus de chenilles, comment ils font les mésanges? Eh ben, c'est un problème. Elles vont manger des petites araignées, elles vont chercher des petits pucerons. C'est pour ça que les pucerons sur les rosiers, c'est important aussi. On a tendance à dire « Ah, j'ai des pucerons sur mon rosier, ça colle, c'est désagréable. » Mais en fait, quand il n'y a pas de chenilles, les pucerons, c'est utile pour les mésanges. Elles viennent chercher sur le bout, elles vont sur le bout des rosiers. Alors, des fois, ça coupe un petit peu le bourgeon. On avait une jolie fleur et elles font des dégâts un peu des fois. Mais en attendant, ça permet de nourrir les bébés. Elles vont chercher des petites araignées, elles volent partout, elles vont chercher autre chose. Mais ça ne sera pas aussi bon que des chenilles. Et en fait, si les mésanges, ils veulent chercher à manger, en fait, comment ils vont laisser leurs petits tout seuls? Alors, au début, elles couvrent leurs œufs dans le nid. Puis une fois que les oiseaux, les oisillons, ils sont un petit peu grands, elles vont chacune leur tour. En fait, elles vont chercher, le papa et la maman, et ils vont chercher à manger, tous les deux. Et puis, ensuite, quand elles reviennent au nid, les oisillons, ils lèvent le bec comme ça, et puis ils attendent la nourriture. Mais ils ont l'habitude. Alors, le seul problème, c'est comme cette année, par exemple, il a fait très froid à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, les petits qui étaient dans des nids qui n'étaient pas très bien protégés, ils ont pu mourir de froid, en fait. Parce que le froid, il est arrivé tardivement. Donc, ça a été un problème pour les fleurs, parce que les fleurs, elles ont gelé. Mais pour les petits qui étaient dans un nid qui n'était pas très bien protégé, les oisillons, ils ont pu mourir. Et donc, c'est encore, vous voyez, c'est encore la vie d'une mésange. C'est assez compliqué. Mais s'il n'en trouve pas de nourriture pour ses petits, qu'est-ce qu'il va faire? Il en trouve toujours, quand même. Et il trouve toujours quand même un petit peu à manger à ses petits. Alors après, le petit, il va peut-être pas grandir aussi vite. C'est vrai, il va peut-être être un peu faible. Alors des fois, ça se passe mal. Mais quand même, des fois, ça se passe très bien. Il y a toujours des mésanges qui sont là. On va peut-être avancer. Oui. Mais comment les oiseaux, ils font leur nuit? Non. Comment ils font leur nid? Oui. Ils cherchent un petit peu partout ce qu'ils trouvent sur le sol. Chaque espèce a un petit peu sa façon de faire. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, dans le parc, ici, on doit voir des nids de pies. Les pies, elles vont chercher des grandes branches comme ça. Et puis, elles les amoncellent. On se demande comment il tient le nid. C'est un espèce d'amas qui est sans forme. Mais pourtant, ça tient bien et c'est son nid. Et une petite mésange, par contre, elle va chercher de la mousse, elle va chercher des cheveux, elle va chercher des poils de chien. Voilà. Et puis même, des fois, les chercheurs, ils ont pu remarquer que les mésanges, elles peuvent aller chercher, notamment dans le sud, du thym, des plantes qui sont un petit peu odorantes, comme de la lavande aussi. Et en fait, c'est pour protéger le nid des parasites. Donc en fait, les mésanges, elles ont aussi leur façon d'aller voir, de se protéger des maladies, d'avoir un peu leur façon de se guérir, d'avoir un docteur. Alors ça n'a pas été montré chez toutes les mésanges, mais ça a été montré chez la mésange bleue. Mais est-ce que en fait, ils mangent de tous les insectes ou pas? Ils mangent. Non, ils mangent. Il y a certains insectes qui peuvent pas attraper parce que par exemple, les abeilles, ça vole très vite, par exemple. Enfin, moi, je parle là des mésanges. Après, certaines espèces vont être plus forts pour attraper certains insectes. Donc, il y a par exemple, la pie-grièche écorcheur. Elle va être capable d'attraper des très gros insectes.
Mais les mésanges, elles vont attraper des toutes petites araignées, des tout petits insectes. Bon, mais on va continuer un peu parce que sinon on va parler que des oiseaux. Donc, en fait, ces oiseaux, vous les connaissez bien. Et donc, je vous ai dit qu'il fallait qu'ils aient un nid, qu'ils puissent faire un nid. Donc, en fait, ils vivent quand même dans de la végétation. Vous vous doutez bien qu'ils vivent pas, ils sont pas en train de vivre dans nos appartements ou dans nos maisons, hein. Donc, eux, là où ils vivent, c'est parmi la verdure, les arbres, les buissons, etc. Donc ça, c'est par exemple en ville avec des arbres. Donc, vous voyez, c'est des saules pleureurs. Donc, il y en a 2. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un endroit qui serait bien pour les mésanges? Non. Non? Ah, pourquoi? Oui, parce que les mésanges, ça fait dans des arbres. Et Ouais, alors on va demander à une autre personne et puis après je vais répondre. oui, parce que ces arbres, on dirait ils sont vieux. Mais je sais pas s'ils sont vieux ou ils sont pas vieux. Ouais, c'est ça. S'ils sont vieux, ça veut dire les mésanges, ils aimeraient bien être là-bas. Donc pour l'instant, on est en train de construire la réponse ensemble. Non, parce que les arbres, ça vieillit des fois et il y a des feuilles qui dérangent pour les branches. Oui, moi je dis oui. Moi je dis oui parce que quand les arbres ils sont petits, ils grandissent. Bon, alors, on va arrêter là, mais parce qu'il y a plusieurs réponses. Donc, on va dire que oui, ces arbres, ils permettent probablement d'avoir des insectes qui nourrissent les oiseaux. Ensuite, pour avoir des trous, oui, non, c'était une vraie réponse, ils ne sont pas assez vieux. Pour des oiseaux qui font comme les pies par exemple, qui ont besoin d'une branche, oui, ça peut marcher. Mais après, vous voyez, c'est les mêmes arbres en fait. Vous avez pu voir qu'il y avait plein d'espèces d'oiseaux. Vous vous doutez bien qu'il doit y avoir aussi plein d'espèces d'arbres et d'arbustes. Est-ce que vous pensez que là, c'est mieux pour les oiseaux? Oui. Hein? Eh bien si. Pourquoi? Parce que, en fait, vous voyez, il y a plusieurs strates de végétation. Que je dis strates, ça veut dire qu'il va y en avoir un petit peu sur le sol, il va y avoir des petites pousses, il va y avoir un petit arbuste, il va y avoir un autre qui a un autre âge, puis il va y avoir des très grands arbres et qui vont avoir des âges différents. Et donc, en fait, ça donne plein de possibilités pour vivre à tous les oiseaux. D'accord? Et ça, c'est une forêt qui est encore plus ancienne. Donc, quand tout à l'heure vous fermiez les yeux et vous pensiez à des choses qui étaient agréables, quand vous voyez cette forêt, à quoi ça vous fait penser? Ça me fait penser à d'autres forêts, mais les autres forêts ils sont plus jeunes que celle-là. Et moi, je pense que pour les mésanges, ils peuvent pas vivre ici. Mais toi, est-ce qu'elle te plaît cette forêt? Est-ce que tu aimerais y être? Non. Toi, tu n'aimerais pas? Pourquoi? Parce qu'elle est très très vieille et parce que les arbres ils n'ont pas beaucoup de feuilles et ça pourrait pas être joli. Donc, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Je ressens que ça pourrait pas être très bien. C'est désagréable. Oui. D'accord. Moi, je trouve que ce serait pas très une bien maison parce que les arbres ils se ressemblent un peu et avec un peu tout ça, on voit pas très bien.
D'accord. Donc c'est parce qu'on ne voit pas très bien, c'est un peu mystérieux, hein. C'est ça? Moi, je dis non parce que déjà, c'est pas bien parce que quand c'est l'hiver, il y a moins de feuilles et je dis ça parce que si je suis là, je me sens pas bien. Non, je pense pas. Bon, alors du coup, en fait, c'était pas du tout cette photo-là. Elle a été prise en plein été. Mais il y avait du brouillard, c'était dans la montagne. Donc c'est des vieux arbres, c'est des vieux hêtres. Et puis il y a des grands épicéas aussi. Mais en fait, cette photo, elle donne l'impression qu'on ne sait pas trop où on est, c'est un peu mystérieux. Et comme tu disais, c'est un peu, ça fait un peu peur, non? C'est un petit peu, on se demande ce qui peut se passer dans cette forêt. C'est un peu ça, je pense, que vous avez ressenti. Elle existe toujours? Ah oui, elle existe toujours, c'est une très très belle forêt. Alors là, pour les oiseaux, c'est super, hein. Mais vous voyez, c'est bien pour les oiseaux, mais vous avez l'image, elle vous a donné quelque chose à l'intérieur de vous que vous trouvez un peu désagréable, en fait, hein. Et donc, en fait, là, ce que je voulais vous dire là, c'est que, eh ben, suivant où on est, en fait, dans la nature, on ressent des choses en nous, hein, qu'il est important d'exprimer, de dire. Donc, on a pu observer les oiseaux, bon, avec leur forme, leur bec, les couleurs, etc. Mais en nous, on ressent des choses lorsqu'on les observe et quand on est dans la nature. Et il y a aussi des mots pour le dire, et c'est ce que vous avez dû voir, c'est les émotions. D'accord? Et donc, en fait, les émotions, c'est des choses qui nous renseignent sur ce que nous vivons, qui nous aident à comprendre un peu, à découvrir le monde. Et donc, tout à l'heure, quand tu disais, je ne me sens pas très à l'aise dans cette forêt, quelque part, voilà, tu ne sais pas trop ce qui peut se passer dans cette forêt, en fait. C'est un petit peu une peur. Par contre, quand tout à l'heure on parlait des oiseaux, vous leviez tous la main, et vous étiez très curieux, vous étiez surpris, vous étiez heureux de participer, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est ce qui est important, c'est de comprendre aussi, finalement, lorsqu'on est dans la nature, ce que l'on ressent en nous et si on est capable de l'exprimer. Donc, on a différents mots. Par exemple, quand on est joyeux, on est heureux, il y a plusieurs façons d'être joyeux. On n'est pas tout le temps en train d'éclater de rire. On peut se réjouir de quelque chose, se dire « Ah, chouette, je vais aller au parc, je vais aller observer les oiseaux. » Ou alors, on va dire je suis satisfaite de mon travail, j'ai bien fait mes devoirs, maintenant j'ai le droit de manger mon goûter. » Ou alors, on peut être super surexcité parce qu'on va voir son copain ou on va fêter l'anniversaire. Par contre, on peut être aussi très en colère. Ça vous arrive d'être en colère? Ah oui? Mais est-ce que la forêt, elle date du Moyen-Âge? Ah, bonne question. Je pense qu'elle était très ancienne, mais je ne connaissais pas son âge. Mais en hiver, comment ils vont faire vu qu'il y aura de la neige, vu que c'est en montagne? Ah oui, mais les oiseaux, ils se déplacent, hein, ils ont des ailes. Donc, ils sont capables d'aller dans les endroits pour se nourrir un petit peu plus bas dans la montagne. Et d'ailleurs, il y a des oiseaux qui sont migrateurs. Il y a des oiseaux qui descendent du nord de l'Europe pour venir hiverner en France parce qu'ils ne trouvent plus assez à manger. Et il y a même des oiseaux qui vont jusqu'en Afrique. Devinette, est-ce que vous connaissez les martinets? Vous savez ce que c'est comme oiseau? Est-ce que là, en ce moment, quand vous êtes dans les rues, vous entendez
alors je ne sais pas le faire, mais des oiseaux qui font... Vous voyez ce que je veux dire, hein, et qui font des bruits tous en groupe, et ils crient très fort, tous en groupe. Des hirondelles? Ben, c'est les martinets. Il y a les martinets et les hirondelles. Ils vivent très haut. Et les martinets, ils vont jusqu'en Afrique et ils reviennent au printemps, au mois de mai. Et ils ne se posent jamais. C'est des oiseaux qui ne se posent jamais. Ils vivent toujours dans les airs. Je pense que j'en ai déjà entendu en colonie de vacances, quand j'étais partie en campagne. Eh bien, écoute, là, dans Paris, il doit y en avoir. Bah moi comme j'habite, il y a un grand jardin à côté de chez moi. Alors bah il y a beaucoup d'arbres mais qui sont très 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 vieux et bah parce que en bas il y avait plein de bêtes qui venaient et il y a plein de bêtes en bas. Il y avait beaucoup de rats. Alors on a dû couper tous les arbres qui étaient vieux. Et après, bah, ce qui s'est passé, bah, c'est que maintenant, il y avait beaucoup d'oiseaux en haut. Maintenant, tu vois, il y a par terre, mais c'est pas par terre, sur l'herbe. Bah, ils ont fait des crocs, ils ont mis leurs œufs par terre. Depuis maintenant, on n'a plus le droit de venir sur la pelouse. Ah, et alors du coup, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu dis, toi? Est-ce que tu peux employer des mots là qui sont là pour dire ce que tu ressens? Qu'est-ce que vous trouvez que c'est juste ça? Non. Et donc du coup, qu'est-ce que tu ressens en toi? C'est de la colère? Moi, quand je suis à côté... Lisa, elle court. Pauvre. Moi, je suis juste à côté de le parc, de la cabane, et il y a plein... Qu'est-ce que Mohamed il avait dit? On n'a pas entendu. Les martinets. Ah, les martinets, tu les as entendus? Moi, je trouve que c'est pas très juste qu'ils ont fait. Parce que comme ça, les oiseaux, ils ne peuvent plus vivre dans les arbres vieux. Ils ne peuvent plus vivre là-bas. Alors que maintenant, il n'y a pas vraiment beaucoup de branches dans les arbres. Ces temps-ci. Alors, ce que je voulais vous dire, c'était que les chercheurs, ils ont montré qu'en fait, quand on va dans les parcs et jardins, eh ben, même quand on est dans la rue et qu'il y a un seul arbre, eh ben, on ressent quelque chose de positif en nous. On se sent mieux. Et plus il y a des arbres, plus il y a des arbres différents, donc comme la forêt, en fait, je vais essayer de retourner en arrière. Donc celle-là, d'accord, elle vous a fait un peu peur, on est d'accord. Mais quand il y a une forêt un peu comme ça, eh ben, on se sent bien. Parce que déjà, il y a beaucoup de chants différents d'oiseaux. Il y a aussi plus de végétation différente qui permet de reposer en fait le cerveau. Et il a été montré que lorsqu'on se promène dans les parcs, lorsqu'on marche dans les parcs, en fait, ça permet de calmer son esprit. Et si vous vous souvenez, au début, quand vous êtes venu, je vous ai demandé, en fait, de réfléchir à un endroit où vous vous sentiez bien. Mais des fois, eh bien, dans notre cerveau, on pense à des choses qui ne sont pas rigolotes. Ou on pense à des choses qu'on aurait dû dire ou qu'on n'a pas fait, ou que ceci. Et en fait, là-dedans, ça cause. Mais on ne s'en rend pas toujours très compte, mais en fait, ça cause pas mal. Et le fait d'aller dans les bois, les parcs, les jardins, ça permet de se calmer. Ça permet de se reposer. Et ça permet d'arrêter de ruminer. Et c'est pour ça que les chercheurs pensent que c'est important pour l'esprit et pour nos émotions positives. D'accord? Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait,
quand vous avez un petit peu peur, là, ici, on a tendance à voir justement tout ce qui ne va pas bien. À la fin de la journée, on se souvient qu'un tel a fait ci, qu'on s'est fait gronder, Enfin bref, il y a toujours plein de petits soucis dans la journée. Hein, et on est toujours en train de dire que ce qui ne va pas bien. Mais on ne voit jamais ce qui va bien. Est-ce que vous savez ce qui va bien dans la journée? Est-ce que vous vous dites ça le soir? Ah tiens, aujourd'hui, j'ai été à une super conférence. Oui? Vous vous dites ça? Bon, et bien alors continuez. Parce qu'en fait, il faut équilibrer nos émotions qui sont positives avec les négatives. Parce qu'en fait, celles qui sont négatives, qui font un peu peur, sont plus fortes que les positives. Et donc, du coup, on a tendance à toujours se dire ce qui va mal. Alors qu'en fait, des fois, il y a des choses qui vont quand même drôlement bien. Et ça, il faut le voir. Voyez? Et la nature, ça nous aide justement à équilibrer nos différentes émotions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère, hein. C'est très important d'être en colère. Mais il faut équilibrer les deux. D'accord? Alors là, du coup, voilà, c'était un petit jeu parce que pour parler un petit peu des émotions, l'idée c'était de discuter ensemble ce que vous voyez dans les images. Alors là, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Que le lapin, il est content. Alors, c'est pas un lapin. Qui sait ce que c'est? Un écureuil. Oui, c'est un écureuil. Alors, Je ressens de l'amour. tu ressens de l'amour, d'accord? De la joie. 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 Alors, essayez de changer de vocabulaire. De la joie. Un autre mot? De l'amour. Bien. De la joie parce qu'en fait, je me sens bien quand je vois les animaux qui sont heureux. Oui. Bon, alors, on va passer à une autre photo. J'ai compris que c'était la joie. Regarde la photo. Celle-là. La colère, Ouais. la couleur négative, il ne veut pas. J'ai pas bien compris. La négative, la colère, Oui. il ne veut pas accepter. D'accord. Moi, je dis furieux. Furieux. Curieux. Furieux. Furieux. Oui, furieux. Ouais. Il prend un mauvais carton. Je sais pas ce qu'il a fait, celui d'à côté, mais... Furieux. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre mot? Méchant. Méchant. De la peur parce que celui à droite, il crie sur l'autre. D'accord. Fâché. Fâché. En colère. Un autre mot? De la peur. Peur? Non. Ok. Alors, donc vous voyez, c'est le guêpier d'Europe. C'est un oiseau qu'on peut trouver en France, dans le sud de la France. C'est un très joli oiseau. Et lui, il est migrateur. Il fait le voyage jusqu'en Afrique. Et celui-là? On dirait qu'il sourit en nageant comme ça, bizarrement. Et qu'il est heureux avec sa bouche qui fait, on dirait l'idiot.
On dirait qu'il est heureux parce qu'il y sourit. Ouais. Avec ses À mon avis, il est joyeux. Mhm. Il est drôle. Drôle. Il est drôle aussi. Il est content. Il est drôle et heureux. Il est drôle et joyeux. Ok. Bon, alors, je crois que j'en ai un dernier. Je l'ai beau. On dirait qu'il est dit non. En fait, celui de droite, on dirait, c'est comme si celui de gauche, il lui avait demandé quelque chose et celui de droite, il est en train de lui dire non. La peur. Curieux. 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 C'est compliqué, hein, sur celle-là. Celui de droite, il me fait un peu peur, mais celui de gauche, il me fait moins peur. Oui, en fait, il lui dit stop, un peu. C'est un peu ça que tu veux dire. Bon, alors en fait, pour de vrai, dans les perruches à collier, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'il y avait une perruche à collier. Donc oui, c'est bien ça, c'est ce qu'on voit aussi dans la région parisienne, hein, puis dans les parcs, on en voit des perruches à collier. Mais en fait, elle se gratouille les pieds, elle se nettoie les pieds. Et donc là, elle lève son pied pour que l'autre, elle vienne lui nettoyer son pied avec son bec. Vous voyez, hein, c'est entre ce qu'on peut penser et ce qui se passe dans la réalité, c'est pas la même chose. Mais voilà, vous avez vu, vous avez ressenti plein d'émotions différentes rien qu'en regardant ces images. Alors bon, je voulais revenir un petit peu à nos histoires de mésanges pour que vous puissiez bien, quand vous allez repartir d'ici, essayer de les observer. Vous avez vu une très jolie photo tout à l'heure. Bon, ça, c'est une mésange bleue, mais vous voyez quand même, pour la voir, c'est pas toujours évident parce qu'elle bouge déjà dans les arbres. On peut la voir de dos, elle est à moitié cachée. Voilà, c'est quand même un peu compliqué d'observer les oiseaux. Donc, il faut quand même il faut donner un peu de soi. Il faut faire un peu d'effort, en fait, hein, pour faire ça. C'est pareil quand je vous parlais tout à l'heure des émotions positives, de dire ce qui se passe bien dans la journée. Justement, on n'y pense pas. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un effort pour le faire. Donc, en fait, c'est des choses... c'est comme quand on dit on va aller faire du sport. Des fois, on n'a pas du tout envie d'aller faire du sport. Faut se forcer un peu. Et après, quand on a fait du sport, on est super content. On est super à l'aise. Donc, il faut se dire que voilà, ce qu'on a gagné, c'est bon pour nous. Alors après, juste avant de finir, alors du coup là on n'a pas tenté le son non plus, j'espère que ça va marcher. C'était pour, on va écouter ces sons-là et voir, vous allez me dire ce que vous pensez. On va voir si ça marche. Ah non, ça marche pas. Alors je sais pas si on peut mettre, si là-haut en régie peuvent me mettre le... Vous reconnaissez? Qu'est-ce que c'est? Des criquets. Est-ce que vous aimez ce son? C'est agréable, hein? Alors, où est-ce qu'on trouve les criquets? On les trouve voilà, dans les prairies comme ça, dans les herbes hautes. Hein? Donc, en fait, là, je reviens un petit peu à de l'écologie, hein, mais... du coup, les plantes, elles vivent parce qu'il y a un bon sol, il y a des bactéries, il y a des vers de terre, il y a tout un tas de choses dans la terre qui permettent aux plantes de pousser. Et quand on a plus d'espèces dans la prairie, il y a aussi plus d'insectes et puis ensuite, il y a plus d'oiseaux. D'accord? Et en fait, souvent, dans les villes, on coupe l'herbe. Donc, il y a moins de possibilités pour qu'il y ait des criquets qui viennent. Pourtant, qu'est-ce qu'on aime entendre les criquets, hein? Donc, c'est important, finalement, de protéger la nature pour entendre tous ces sons qu'on aime, hein, puisque ça nous rend heureux. Vous êtes bien d'accord? Alors après, est-ce qu'on peut entendre l'autre son, si c'est possible?
quoi le hibou? Le coucou, c'est le coucou. Bravo, c'est le coucou. Merci la régie, ça vient, ça a marché. Alors du coup, le coucou, c'est super intéressant. Quand il fait houhou, on dirait qu'il dit coucou. Eh ben oui, on dirait qu'il dit coucou, c'est pour ça qu'il s'appelle coucou. Alors le coucou, c'est un oiseau, en fait, qui est pas super sympa vis-à-vis des mésanges et des autres oiseaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce coquin, il vient pondre ses œufs dans le nid des autres oiseaux. Ouais, il vient pondre ses œufs, là, au milieu des nids de mésanges, enfin, des œufs du mésange. Et puis après, quand le bébé coucou, il grandit, hop, il enlève les bébés des mésanges, il les pousse du nid. Et il se fait passer pour le bébé mésange. Donc à un moment donné, il est plus gros que le nid, il est un gros patapouf, et la mésange qui est toute petite comme ça, elle arrive et puis elle le nourrit comme si c'était son bébé. Ouais, c'est un drôle de coquin, hein, le coucou. Mais n'empêche que le fait qu'il vive là, eh ben, ça veut dire qu'il y a plein d'oiseaux qui peuvent aller parasiter. Il y a plein d'espèces. On dit que c'est une espèce indicatrice de la biodiversité. C'est une espèce indicatrice sur le fait qu'il y a plein d'autres espèces d'oiseaux autour de lui. Et donc, quand on entend le coucou, on peut se dire qu'on vit dans un endroit qui est très bien pour la biodiversité. Voilà, je voulais finir sur cette note positive avec vous et j'espère que vous avez été contents. On peut avoir d'autres questions si vous voulez. Mais en fait, c'est quoi la différence entre un hibou et un coucou? Parce que d'abord, je sais que d'abord, le hibou, il dort la tête en bas et il dort la nuit. Mais je pense que le hibou ou le coucou, je pense que ça se ressemble beaucoup. Mais je pense aussi que le hibou sa peau, elle est grise. Et le coucou, lui, sa peau, elle est marron. Alors, c'est des oiseaux complètement différents. Le hibou, c'est un rapace. Donc, un rapace, c'est un oiseau qui mange d'autres oiseaux. C'est un prédateur. Mais il mange aussi des petites souris, il peut manger des mammifères. Voilà, les rapaces, c'est des oiseaux qui mangent, qui sont carnivores, on va dire. Hein, voilà. Il y a des rapaces, et des petites chouettes comme ça, des chouettes chevêchettes, qui mangent des insectes, des gros insectes la nuit. Mais voilà. Alors que le coucou, qu'est-ce qu'il mange vraiment? Là, c'est une colle, parce que je me souviens plus ce qu'il mange, le coucou. Voilà, il va falloir que, vous voyez, on ne sait pas toujours tout. Et donc, le coucou, je ne sais plus. Mais en fait, le coucou, en fait, il jette les œufs de l'autre oiseau par dehors. Oui. Il pousse, et le coucou, il vient pondre son nid dans le nid de l'oiseau, d'une autre espèce. Et puis quand les petits, les poussins, ils ont éclos de l'œuf, en fait, le bébé coucou, eh ben, il va mettre l'autre dehors. Il va le faire tomber, quoi. Il va mourir, le petit mésange. Une question de tout à l'heure. Est-ce que les oiseaux peuvent changer d'alimentation? Alors, en fait, ça dépend. Ils ne peuvent pas changer complètement leur alimentation, mais ils ont des préférences, comme nous. Si par exemple, tu préfères manger, je ne sais pas moi, un steak frites, tu es capable de manger quand même un gratin d'épinards. Mais t'aimes moins le gratin d'épinards. Bon, en fait, les oiseaux, mais si tu n'as que du gratin d'épinards, tu vas manger le gratin d'épinards. C'est pareil pour les oiseaux. Il va aller chercher ce qu'il préfère. Mais s'il ne peut pas, il va aller chercher de la nourriture qu'il aime moins, mais qu'il va manger quand même. Mais comment les oiseaux, ils font, les autres oiseaux, quand les petits oiseaux, ils sortent les vrais enfants de leur nid, ils ne s'en rendent pas compte?
Eh ben non, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte et c'est pour ça que, en fait, on peut... je ne sais pas si vous avez vu des films sur des gens qui sont avec des oiseaux. En fait, c'est comme ça qu'on peut habituer les oiseaux à vivre avec nous. C'est-à-dire que si un humain, il vit à côté d'œufs, je ne sais pas, de mésanges, par exemple. Alors, les mésanges, c'est compliqué, parce qu'après, pour grandir et leur trouver des insectes, ça va être compliqué. On va dire des oies, par exemple, qui sont des gros oiseaux. Et bien, à leur naissance, la première chose que va voir un bébé oie, ça va être l'humain. Et elle va dire, lui, c'est mon papa et ma maman. Donc, il va le suivre partout. Et donc, il va croire que c'est son papa et sa maman. Moi, en fait, je pense que le coucou, c'est un gros feignant parce que, en fait, c'est parce que déjà, il a poussé les vrais enfants de la mésange. Ouais. Mais tu vois, n'empêche que, parce qu'il est là, ça veut dire que, on est dans un bel endroit. Donc, le coucou, il est aussi important parce qu'en fait, il permet aussi de réguler la population des autres espèces. C'est un gros voleur parce que en fait, il vole les... De un, il cherche rien et de deux, il vole le nid des autres oiseaux. Donc il aime pas trop chercher en fait. Donc c'est-à-dire en fait, il est un peu feignant quand même. Il aime pas trop chercher. En fait, comment le coucou il pond les œufs dans un nid et pourquoi il s'occupe pas, pourquoi il s'occupe pas lui-même de ses enfants? C'est la façon à lui qu'il a trouvée pour avoir des bébés. C'est la merveille du monde animal. C'est comme ça qu'il a évolué. Et c'est parce que c'est la vie sur Terre, elle est compliquée et que chaque espèce a évolué dans une niche de sa façon à lui, là où il pouvait vivre. On va prendre encore une petite question, les enfants. Par contre, s'il y a une mésange, comme elle est petite, elle va prendre un petit nid. Mais si le coucou, il est trop gros pour ce nid, comment il va faire pour rentrer? Alors, c'est pas le petit, en fait, il va pas bouger, il va rester dans le nid. Puis il va grandir, il va grossir. Puis à un moment donné, il va avoir ses plumes, il va pouvoir partir tout seul. Et il va aller se nourrir tout seul. Mais il aura grandi grâce aux mésanges. Voilà. Alors, du coup, comme c'est la fin, je voulais vous dire que ça aussi, c'est une mésange. Mais c'est la mésange à tête rousse. Elle est drôlement jolie. Voilà. Merci beaucoup. Je ne doute pas que vous ayez encore plein de questions, les enfants, mais je pense que vous allez devoir rentrer à l'école les uns les autres. Merci beaucoup pour votre participation, très active. Si vous avez des questions, vous demandez aux maîtresses pour la suite. Si vous voulez suivre nos prochains programmes, nos prochaines meilleures conférences, vous regardez sur notre site internet. On va mettre à jour courant de l'été pour l'année prochaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci beaucoup. Et merci de votre participation.